Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, vos serviteurs, Jean-Philippe Baron. Sequoia, ainsi que moi-même, Christophe Chéron. On va revenir dans un instant un peu plus précisément sur notre parcours et ce qu'on vous propose. J'espère que vous nous entendez bien. Techniquement, vous devez avoir notre écran, partager notre écran. Vous devez également avoir la possibilité de converser par le chat. C'est une fenêtre qui doit être ouverte. Je vois que certains d'entre vous nous souhaitent bonjour. C'est sympa, merci. Donc voilà, on va passer sur ce webinaire pour parler de GPEC, pour parler de compétences. Et en introduction, si j'ai choisi cette photo, c'est à dessein parce que quand on travaille sur les compétences dans une entreprise, c'est un risque important. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est les moments de tension dans une entreprise, ils sont évidemment liés à des inquiétudes des collaborateurs économiques, de perte d'emploi et qui sont parfaitement légitimes, on comprend bien. Mais quand on parle de compétences, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel parce que les salariés, les collaborateurs dans une entreprise, quand ils maîtrisent une compétence, c'est un but d'eux-mêmes. Et quand il y a un risque d'une compétence qui n'est plus adaptée à un marché ou à un besoin, il y a véritablement des comportements irrationnels. Et c'est dans ce sens-là que j'ai choisi cette photo en introduction. Donc, apparemment, Eva n'a pas de son. alors, oui, il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas de son. Toc, 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 toc. Et là, vous devez avoir un paramétrage sur votre ordinateur pour pouvoir l'activer. Donc, d'autres me disent qu'ils ont du son, donc je pense que ça ne vient pas de chez nous. Voilà, il faut cliquer sur Join Audio. Vous avez un petit logo qui ressemble à un micro. Et comme ça, le son doit avoir. OK, génial, tout est OK. Donc voilà, on va parler de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un terme bien barbare, mais c'est ça que ça veut dire en termes humains, en termes pour les collaborateurs, et a fortiori des collaborateurs de premier niveau de formation. C'est vraiment quelque chose qui est sensible. Les gens vous disent, par exemple, quand vous parlez de leurs compétences, ils vous disent « moi, j'ai un métier ». Voilà, il y a une vraie fierté à avoir acquis et maîtrisé cette compétence. Et quand on rentre dans une nécessaire évolution d'une structure, et qu'on remet la question des compétences sur le terrain, la nécessité, ça va vraiment être d'accompagner, de porter, de faire de la pédagogie pour surtout pas rentrer dans des comportements irrationnels comme on peut voir dans certaines situations. Donc, les enjeux par rapport à la GPEC. Donc, on a bien compris que le risque, quand on parle de GPEC dans une structure, dans une organisation, derrière, il y a aussi le risque associé, c'est le risque de plan social et tous les conflits associés. Il y a un vrai risque, et on verra tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'exemples d'entreprises qui se sont engagées dans cette voie-là, et on va voir qu'il y a eu des très très belles réussites, mais il y a aussi des positionnements, en particulier de RH, qui sont beaucoup trop exposés. Et on va voir qu'avec notre approche de la GPEC, l'objectif, en impliquant l'ensemble des parties prenantes et en particulier le management, ça va être de rendre l'entreprise plus apprenante, plus agile. Toujours mettre l'organisation en situation de s'adapter au changement, d'une manière générale. C'est incommensurable tous les changements qu'il y a pu y avoir depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai commencé à travailler dans des entreprises il y a une vingtaine d'années. J'ai vu des secrétaires diffuser des notes internes avec une machine à taper et 4 carbones. J'ai vu ça, oui. C'est incroyable. Ça va continuer. On voit bien que en particulier les changements liés aux méthodologies numériques, ça va continuer dans les organisations. La nécessité d'adapter les compétences des collaborateurs à ces changements devient impérieuse. Une entreprise qui ne s'adapte pas, c'est une entreprise dont la pérennité n'est pas assurée. Donc, la démarche GPEC que nous nous proposons, c'est effectivement de rendre l'entreprise plus apprenante, plus agile. C'est également de reconnaître et de valoriser toutes les compétences des collaborateurs. On va voir que par
ces méthodologies-là, on va pouvoir non pas seulement analyser la compétence du collaborateur sur son métier, mais également les compétences passées. Tous les salariés dans des sites en particulier où il y a une certaine ancienneté, tous les salariés ont une histoire de compétences et ils ne demandent qu'une chose, c'est à valoriser ces compétences-là. Et donc, de fait, on va pouvoir sécuriser les compétences clés au sein de l'organisation, ce qui a aussi un impact fort sur la gestion des âges, puisque, comme vous le savez, la gestion des âges, il y a des gens qui partent avec des compétences, et si c'est des compétences dites cœur de métier, stratégiques pour l'entreprise, il y a un vrai risque d'arrêt de production, en clair. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter. Et au final, c'est de rendre l'entreprise plus concurrentielle, de sécuriser et développer ses marchés et de gagner en compétitivité et en agilité. Alors, pour parler de ça, qui sommes-nous? Donc, Sequoia est une entreprise, je suis cofondateur de Sequoia, qui existe depuis maintenant plus de 5 ans et qui effectivement se développe sur toutes les solutions de développement RH, de développement du capital humain. Ça va de l'aide à la décision en matière de recrutement, tous les processus d'entretien professionnel, d'entretien d'évaluation, également de construction du plan de formation. Et là, le sujet qui va nous intéresser, c'est effectivement la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Avant de cofonder Sequoia, je suis psychologue du travail de formation et j'ai été dans des fonctions de direction de ressources humaines dans des PME de 300 à 1000 collaborateurs et au sein du groupe qui a changé de nom récemment, Areva, où là, j'ai déployé des solutions de ce type-là sur une bonne partie des RH France d'Areva, à l'époque en tout cas. Et donc, avec moi, Jean-Philippe Baron. Rebonjour à tous, donc Jean-Philippe Baron, je suis manager commercial donc chez Sequoia depuis maintenant 1 an. J'ai rejoint Sequoia après avoir fait tout un parcours également au sein des services RH, dans des PME, dans différents domaines industriels, tertiaires, la restauration. Et aujourd'hui, donc, je suis consultant et donc manager RH sur Sequoia. Et donc, j'accompagne tous les clients sur la mise en place de nos solutions RH et sur les conseils qu'on peut leur apporter pour optimiser leur gestion au quotidien. Alors, la GPEC, de quoi parlons-nous? Il est important de préciser le sujet. Alors, on se rappelle historiquement que la GPEC, c'est apparu dans les années 80, 80, oui, c'est lorsqu'il s'est agi de faire évoluer les personnels des bassins miniers qui allaient fermer vers d'autres activités. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'est apparu, dans les années 80 à peu près, la notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. J'ai des compétences aujourd'hui, ces compétences vont disparaître à un moment, vont devenir obsolètes. Comment je m'appuie sur les compétences des gens pour pouvoir les faire évoluer sur un autre métier? Si on prend un exemple très concret, ce serait par exemple une entreprise de peinture. Comme vous le savez, quand on fait de la peinture, ça peut être de la peinture intérieure, ça peut être de la peinture extérieure. Et quand on fait de la peinture extérieure, on est aussi échafaudeur. Quand on fait des ravalements de façade, un peintre, il est aussi échafaudeur. Et quand il est échafaudeur, il a des conduites sécuritaires pour travailler en hauteur. Il a souvent les habilitations. Il sait monter un échafaudage et il sait travailler en toute sécurité sur cet échafaudage. En termes de GPEC, qu'est-ce que ça veut dire cet exemple? Ça veut dire que concrètement, un chef d'entreprise qui se dit « je suis sur un marché trop concurrentiel sur la peinture, je vais pouvoir aller positionner mon marché sur des marchés d'échafaudeurs. » Voilà, parce qu'il va connaître le métier. Il va avoir une connaissance de la réalité du terrain et il va pouvoir se dire cette compétence, je peux très rapidement peut-être qu'il faudra quelques habilitations, mais je peux la transférer sur un autre métier et me positionner sur un autre marché. Globalement, la GPEC, c'est ça. Voilà. Et on va partir, pour faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on va toujours partir de l'organisation actuelle telle qu'elle est en matière de collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des activités, ils ont des métiers, ils ont des compétences. Donc, ça va être la première étape. On va faire ce qu'on appelle un référentiel métier. Ce référentiel métier, ça va être l'occasion de la reconnaissance des compétences des collaborateurs et de bien connaître l'organisation et les compétences telles qu'elles sont aujourd'hui.
De cette organisation actuelle, on va se projeter, on va voir Jean-Philippe va nous présenter les différentes situations dans lesquelles la GPEC va s'appliquer. Mais globalement, on va partir de l'organisation actuelle pour aller vers une organisation cible. Et cette organisation cible, elle va avoir plusieurs contextes de variants. On va en parler tout de suite. Et il va s'agir justement de prévoir les emplois et les compétences de demain, avec idéalement des possibilités de transférer les compétences. Je m'appuie sur mes compétences actuelles pour accompagner les collaborateurs et en les sécurisant sur la valorisation de leurs compétences pour aller vers cette organisation cible. Un autre exemple, c'est je suis dans l'industrie, je fabrique des grosses, j'ai des machines-outils, enfin des tours, des fraiseuses, des choses comme ça, à commande manuelle. Je dois les accompagner vers de la commande numérique. Donc là, je vais m'appuyer sur leurs compétences parce qu'ils savent faire, mais je vais sans doute être obligé de leur ajouter un minimum de compétences en mathématiques, en programmation de ces machines, justement pour les amener à ça. Ça, c'est un exemple concret, assez fréquent, par introduction de nouvelles machines. Donc, les différents contextes de GPEC. Donc, on va retrouver différents contextes, 3-4 contextes qui brossent un peu toutes les situations dans lesquelles la GPEC va être incontournable. Le premier, c'est un contexte de diminution d'activité pour lequel l'organisation cible va être réorganisée, va être légèrement revue à la baisse. Donc, il va falloir redéployer, voire décruter les personnes qui peuvent être déjà en poste. Donc, on va avoir tout un travail de pyramide des âges avec les départs volontaires ou les départs à la retraite. On va avoir une recherche également aussi d'identification et de valorisation des compétences pour pouvoir, là encore, chercher à faire de la mobilité en interne et pouvoir accompagner au maximum les salariés et à apporter un climat qui sera beaucoup plus serein concernant en fait l'accompagnement des salariés sur cette diminution d'activité. Ensuite, on a également donc l'opposé, le contexte d'augmentation d'activité, où là on va pouvoir mettre en place donc soit de nouvelles compétences, soit ces mêmes compétences-là pour lesquelles il va falloir donc augmenter le volume. S'il y a éventuellement des créations de lignes de production, de services, il y aura des postes de management ou en tout cas de référents qui vont être créés. Donc là encore, on va pouvoir accompagner éventuellement les collaborateurs qui sont déjà en poste sur de la montée en compétences et sur donc de la mobilité aussi en interne et du développement des compétences pour pouvoir répondre donc à ces besoins d'augmentation d'activité et de développement de l'entreprise. Ensuite, on aura le contexte de changement d'activité où on va aller voir sur des nouveaux marchés, chercher des nouveaux produits. Très souvent, il y a aussi une modernisation ou un changement de parc de machines qui permettent là encore de nouvelles activités, de nouveaux produits, mais qui apportent aussi souvent des compétences un peu manquantes chez la population en place actuellement. Donc, on va vraiment chercher à aller voir comment on va pouvoir faire monter en compétences et accompagner les collaborateurs actuels et déceler aussi toutes les compétences qui vont être obsolètes, pour lesquelles on n'aura plus d'utilité, et voir comment cette population-là, on va pouvoir en douceur les accompagner et les sécuriser là aussi par peur d'être mis sur la touche parce qu'ils ne sont plus, on va dire, à la page ou au goût du jour. Donc il y a tout ce travail-là d'accompagnement et de sécurisation qui va être fait grâce à cet outil-là et qui va permettre là encore de sécuriser et de temporiser et de poser un peu toutes les inquiétudes que les collaborateurs peuvent ressentir en permanence. Et le dernier qui sera le contexte de fusion, d'acquisition, où là, en plus de cet accompagnement et cette recherche-là, on va avoir la problématique de doublons, car si on intègre une entreprise qui va être soit concurrente, soit idem à ce qu'on peut produire aujourd'hui, il va y avoir une restructuration et une réorganisation qui peut amener des compétences donc en doublon. Donc, que faisons détecter d'abord ces compétences-là? Qu'est-ce qu'on en fait?
comment les accompagner, les modifier, les accompagner donc les collaborateurs là encore pour que n'y ait pas ces craintes-là en se disant ah mais voilà moi j'ai le même poste, on en aura besoin que d'un donc qu'est-ce que je fais, je vais être mis sur la touche. Non. Là on permet vraiment d'apporter des solutions et de la visibilité sur les mois ou les années à venir en fonction du type d'acquisition. Et un point aussi important qu'on va retrouver, c'est la création et la mise en place d'une culture commune, car parfois une entreprise rachète la concurrence. Hier, on travaillait l'un contre l'autre de manière différente. Et aujourd'hui, tout le monde doit travailler ensemble de la même manière. Donc là encore, il va falloir travailler et mettre en place une GPEC très spécifique pour apporter cette culture, ce management commun à cette nouvelle organisation qu'on cherche à atteindre. Voilà ce qu'il en est pour les différents contextes de mutation d'entreprise. Et alors, donc, après avoir dressé des choses que vous connaissiez, hein, c'est un rappel, hein, et souvent, enfin, on a voulu présenter les choses de manière didactique, mais souvent, ces choses-là sont imbriquées. Hein. Il y a parfois à la fois un changement de machine, il peut y avoir l'introduction d'autres équipes, des activités qui sont en croissance, on vous le souhaite en tout cas, ou certaines qui sont en décroissance, donc tout ça peut être cumulé. Donc, mais toujours est-il que par rapport aux méthodes actuelles de déploiement de la GPEC, on a voulu faire les choses différemment parce que le constat qu'on fait sur ces méthodes, c'est premièrement, il y a une vraie lourdeur. C'est lourd à réaliser et à faire vivre. Vous pouvez faire le tour de tous vos collègues RH. Qui n'a pas, dans son histoire, fait de très beaux travaux de GPEC, mais malheureusement qui sont restés lettres mortes dans le tiroir d'un RH? Parce que, soit du fait de la lourdeur à les faire vivre ensuite, soit parce qu'ils n'étaient pas intégrés dans les processus de l'entreprise. Donc souvent, le RH, il partait et puis la démarche, elle partait avec. Et en l'occurrence, c'est toutes ces démarches GPEC qui n'ont pas vécu longtemps, c'est par un manque d'implication des managers. C'est souvent la RH qui a pris trop d'ampleur, qui a pris trop la main sur le sujet, et c'est pas la RH qui est la mieux placée pour faire ça, parce que c'est pas la RH qui connaît le mieux les compétences des collaborateurs. C'est pas la RH qui est la plus à même de réguler. C'est des moments quand on parle de la compétence, je le disais, il y a du rationnel et il y a de l'irrationnel, pardon. Donc c'est un facteur il y a besoin de gens qui vont réguler. Les managers sont très bien placés pour ça parce qu'ils sont au quotidien avec leurs équipes. Ils connaissent très bien les compétences parce que souvent c'est eux ils ont aussi ils étaient sur ces métiers-là auparavant. Donc, ils maîtrisent très bien ces compétences et ils ont en plus la crédibilité vis-à-vis de leurs collaborateurs, beaucoup plus que dans la majorité des cas de RH. Donc, ça, c'est vraiment important, c'est que dans les démarches actuelles, les managers ne sont pas suffisamment impliqués et on va voir de quelle façon on propose de le faire. Première chose. Deuxième chose, ou troisième, pardon, l'implication des collaborateurs. Combien de fois on a vu des démarches GPEC où il y a quelque chose qui vient de tout en haut, souvent, enfin au RH, ou DG, etc., et qui tombe comme ça avec des référentiels métiers qui sont pas en lien avec les termes utilisés par les collaborateurs. Là, ils s'y retrouvent pas parce que, je disais, les managers n'ont pas été suffisamment impliqués, les collaborateurs également. Donc là, c'est des phénomènes de rejet, ça, et de tension, hein, et de tension. Souvent, pour pas dire dans la grande majorité des cas, les compétences passées ne sont pas prises en compte. Les compétences passées, c'est quoi? C'est que dans toute entreprise, il y a des gens qui ont eu des parcours. Avoir des parcours, je parle des métiers, principalement des métiers cœur de métier, hein, les métiers que l'entreprise facture, ces métiers stratégiques. Et quand on n'a pas les compétences passées, eh bien, quand on a des tensions sur les compétences, c'est bien dommage, parce que si on reconstruit ces compétences passées, on peut les solliciter, on peut aller chercher le moment venu. Si par exemple, c'est en lien avec la gestion des âges, si par exemple, on s'aperçoit quand on déroule le référentiel métier que j'ai un âge moyen de plus de 55 ans sur mes métiers stratégiques, là, très, très dangereux. J'ai un risque d'arrêt de production.
En revanche, en reconstruisant de manière très très simple les compétences passées sur les métiers actuels, si jamais j'ai une tension en la matière, je peux dire à mon patron, non, je sais faire appel à telle ou telle personne parce qu'il l'a fait à un moment. Donc, en quelques jours, quelques semaines, il sera opérationnel sur le poste si jamais il y a une tension, si jamais il y a des gens qui s'en vont à la retraite ou qui sont en incapacité ou qui sont en arrêt de travail. D'autre part, toujours par rapport aux collaborateurs, les référentiels métiers ne communiquent pas suffisamment les filières de carrière interne. C'est un élément très important pour les collaborateurs. Je peux même dire aussi, enfin, par leur intermédiaire, quand on déroule une démarche GPEC, on va voir des instances représentatives du personnel. Quand vous faites ça, vous parlez aussi de communication des filières de carrière autre que le management, pardon. Vous gagnez énormément de points vis-à-vis des collaborateurs et de leurs représentants. Parce que dans les entreprises, il y a une forte attente en la matière. Donner de la visibilité. On va voir comment. Hein. Quand je dis donner de la visibilité, ce n'est pas simplement diffuser un poste vacant. Hein. Parce qu'un poste vacant, souvent, vous avez un opérationnel derrière qui dit « moi, je le veux pour la semaine prochaine, hein, ou dans 15 jours ». Ce n'est pas tout à fait la même chose que de donner de la visibilité en disant dans la durée, il va y avoir telle ou telle opportunité. Et a fortiori, si vous êtes en démarche GPEC avec une organisation cible. Donnez de la visibilité à vos collaborateurs pour leur permettre de se positionner. D'un point de vue historique, si je prends quelque chose qui nous concerne tous les 2 ans, l'entretien professionnel. Rappelez-vous son origine. L'entretien professionnel, c'est quoi? C'est une obligation légale aujourd'hui. C'est tous les partenaires sociaux disent on voudrait bien que les collaborateurs ont un petit moment pour discuter de leur évolution dans l'organisation s'il y a des opportunités. C'est ça l'entretien professionnel. Et on reconstruit les compétences passées. On voit bien que l'importance de la reconnaissance des compétences passées, en l'occurrence, ce qu'aiment bien faire les gens, ça c'est important. En revanche, quand ils voient qu'il y a un poste vacant qui sort et puis qu'on leur dit c'est déjà bouclé, c'est même pas la peine de candidater parce qu'on a déjà quelqu'un, là, vous créez une véritable tension. Et donc, on va voir dans ce qu'on propose, on va intégrer évidemment la reconstruction, l'historisation des compétences passées et également les souhaits et les aspirations des collaborateurs. Donc, 3 points. Et donc, au final, la critique des méthodes actuelles, c'est le positionnement de la RH. Le positionnement de la RH est trop au centre. N'implique pas suffisamment le management. Donc, au moment où il faut porter auprès des collaborateurs leurs compétences avec leur terminologie à eux, la RH est beaucoup trop exposée si elle n'a pas impliqué son management. La RH doit se repositionner en pilote, pas en celui qui réalise la GPEC, celui qui va piloter avec les managers majoritairement et ensuite avec les collaborateurs. Et enfin, la méthodologie que nous proposons, c'est une méthodologie qui va s'intégrer dans les process de l'entreprise. Ça veut dire que quand on va faire un référentiel métier, on va pouvoir intégrer les compétences et les niveaux de compétences au sein, par exemple, des entretiens annuels, et ce qui va permettre justement de faire vivre. Le processus de GPEC va être continu. Ça ne va pas être une gestion de projet qui s'arrête. Vous voyez, elle va être continue parce que ça va s'intégrer dans les process d'entreprise. Et au final, donc, les méthodologies actuelles perdent en efficacité et en efficience et meurent rapidement. Et ce que nous proposons, c'est une méthodologie qui va s'inscrire et qui va s'appuyer sur principalement le management. Donc, on va mettre le manager au centre des process, on l'a compris, et la RH en pilotage. Tout ça, c'est un facteur important de portage et de régulation. C'est pour faire porter des choses à des gens, il faut les impliquer. Il faut que ce soit leurs mots, il faut que ce soit leurs compétences. C'est de cette façon-là que vos managers, si vos managers ils disent « Oh, c'est un truc de RH », vous êtes certain que ça va mourir très vite. Il faut que les managers portent par leur connaissance des compétences et qu'ils puissent se projeter dans la durée sur le référentiel métier des organisations cibles. Les collaborateurs impliqués, je le disais à l'instant, on a analysé leurs compétences, éventuellement on leur a donné des opportunités d'acquisition de ces compétences, ou de les mettre au bon niveau. On a historisé leurs compétences. C'est très simple à faire. Je parle des métiers actuels de l'organisation. Hein.
On va historiser leurs compétences. Concrètement, on va demander aux salariés, soit dans un cadre d'entretien professionnel ou dans un cadre spécifique, est-ce qu'il a eu d'autres postes dans l'organisation? Et comme on a un référentiel métier, il suffira qu'il clique sur « Ah oui, j'ai eu ce poste-là, de telle date à telle date ». Et là, vous allez pouvoir requêter, vous allez pouvoir aller chercher, vous allez d'abord pouvoir rassurer votre management opérationnel pour dire s'il y a des départs à la retraite en particulier. Je fais une parenthèse. Comme vous le savez, départ à la retraite avec les lois il y a quelques années maintenant, c'est difficile de prédire un départ à la retraite. Avant, on pouvait dire à un salarié départ à la retraite à telle heure, à telle date. Aujourd'hui, c'est entre les carrières longues et l'âge maxi, c'est de 57 ans à peu près à 70 ans. Vous ne pouvez pas dire à un salarié départ à la retraite. Donc, il est très important de pouvoir estimer au plus près ces départs-là quand vous commencez à être dans des âges autour de 55 ans. Parce que des salariés, 3 ans après, vous pouvez avoir un certain nombre de salariés qui vont partir en même temps. Si vous êtes en situation en particulier de site où il y a de la pénibilité, vous risquez d'avoir des incapacités qui vont s'associer à ça. Donc tout ça, c'est dans les méthodologies que nous proposons, on va mieux estimer ça sur les métiers stratégiques. On va le voir tout à l'heure, qui sont plus importants. Ceux qui risquent d'entraîner un arrêt de production ou un arrêt d'activité par des gens qui ont des compétences stratégiques et qui s'en iraient. En compte des souhaits. Et également, très important, lorsqu'on parle d'une organisation actuelle vers une organisation cible, on va aussi, le moment venu, pouvoir travailler sur les compétences comportementales des collaborateurs. Parce que ça, c'est un élément important. Souvent, quand on se projette dans une nouvelle organisation, c'est d'autres managers. C'est des collaborateurs qui vont devoir… Enfin, l'idéal, c'est des collaborateurs qui arrêtent de dire « Oh, bah, j'attends que la RH me dise où je dois aller travailler ». Parce que ça, potentiellement, c'est des managers qui vous disent « ça se passe mal ». Il faut faire en sorte que les collaborateurs s'approprient, deviennent acteurs de leur propre carrière. Et de cette façon-là, on va pouvoir, avec nos solutions, valoriser les compétences comportementales des collaborateurs. On va voir de quelle façon. Et également, travailler sur la gestion de carrière. Ça veut dire qu'on va permettre aux collaborateurs de visualiser leurs évolutions potentielles. Je le disais, dans une entreprise, il y a toujours une filière, c'est la filière managériale. Quand vous ne déployez pas des méthodes de GPOC ou de référentiel métier, les collaborateurs ne voient que ça. Je veux devenir chef à la place du chef. Ils ne sont pas tous faits pour devenir, c'est pas parce que c'est des bons techniciens que ce sera des bons managers. Donc, on va aussi permettre de visualiser d'autres filières. Ça peut être des filières sécurité, ça peut être des filières d'expertise, ça peut être des filières transverses sur la formation, par exemple. En tout cas, ils vont pouvoir visualiser. Sans leur dire qu'il y a un poste dans 2 mois. Ce n'est pas un poste vacant. On va les préparer parce que statistiquement, dans une entreprise, on sait qu'il y a certains postes qui vont arriver à un moment ou à un autre. Voilà. Et on va dire aux candidats à ce moment-là, préparez-vous et éventuellement, positionnez-vous le moment où le poste est vacant. Je regarde en parallèle s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà, par cette approche-là, donc on va mettre le manager au centre, je le disais à l'instant. Le manager au centre, parce que pilotage RH, on est d'accord, mais le manager, c'est lui qui connaît les compétences actuelles et à venir. Actuelles, c'est-à-dire l'organisation actuelle et l'organisation cible. Ça peut être un autre manager, mais c'est eux les mieux placés. Et donc, il faut absolument les impliquer dans cette démarche-là. C'est lui qui connaît le mieux ses collaborateurs. C'est lui qui a le plus de crédibilité. La crédibilité dans les entreprises est beaucoup liée au fait que le manager a une maîtrise technique. Donc ça, c'est vraiment un élément important pour avoir des alliés dans l'entreprise qui vont porter. Et pour qu'ils portent, il faut les impliquer. Il est le plus à même aussi d'analyser les compétences à la fois métier, les compétences comportementales, et donc le plus crédible pour la pédagogie et la régulation. Et en plus d'un manager centré sur ces processus-là, je dirais, décentraliser les processus. La RH va piloter et décentraliser la réalisation des référentiels métiers. Il y a aussi les collaborateurs.
qui vont faire en sorte que les collaborateurs deviennent acteurs de leur propre carrière. Le pire, c'est quelqu'un qui a fait un travail pendant un certain temps, qui a acquis une compétence, qui a sans doute eu des difficultés à acquérir cette compétence. Plus, soyons clairs, sur les premiers niveaux de formation, hein, les premiers ou les deuxièmes ou les métiers techniques, mais moins chez des cadres, évidemment, mais ces gens-là ont véritablement des difficultés à aller vers une nouvelle compétence. Il s'agit de les accompagner. Mais s'ils sont là en disant « moi, j'attends que la RH me dise ce que je dois faire », ça va être compliqué. Je ne suis pas non plus en train de dire que 100% de la population, du jour au lendemain, va dire « moi, c'est super, c'est ça que je veux faire. » Non. Vous aurez toujours des gens qui seront plus à même d'évoluer. C'est sur ces gens-là qu'il faut s'appuyer. Quand vous avez des cas comme ça, que vous avez accompagnés, que vous avez amenés sur une... Il faut aussi communiquer sur eux. Toutes les entreprises doivent avoir des histoires de gens qui sont comme ça dans la mobilité. Donc, et pour faire ça, donc on va pouvoir analyser les compétences des salariés au poste de manière solide. On va pouvoir reconstruire les historiques de compétences. Ça, c'est un élément fort de valorisation et de reconnaissance des collaborateurs. Et vous, ça vous sert? Parce que s'il y a un moment, il y a une tension, ben vous savez, vous avez l'information. Elle est historisée dans nos systèmes et elle n'est pas dépendante de quelques personnes sur le site qui se rappellent qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça à telle époque. Vous allez rentrer, vous allez le procédurer. Et effectivement, on va prendre également en compte les souhaits par différents processus. Et au final, entre autres, ça permet de travailler sur la gestion des âges et mieux anticiper les départs naturels, en l'occurrence départ à la retraite. Donc, et pour faire ça, pour faire ce travail justement d'accompagnement des collaborateurs, il faut donner de la confiance. Il faut donner de la confiance. Reconnaître des compétences, même si elles sont plus usitées aujourd'hui, enfin les compétences actuelles et les compétences passées, c'est donner de la confiance, c'est valoriser les personnes. Et dans nos solutions, on intègre également des solutions, des modules qui vont permettre l'analyse des compétences comportementales. Comportementales, c'est très simple, sans doute des outils que vous avez. On va les intégrer au système, c'est ce qu'on appelle des 180 degrés. On va permettre, vous connaissez les 360 pour les managers, les 180 degrés pour les collaborateurs. On va juste toucher un questionnaire de compétences comportementales. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce qu'il est ceci? Au management. Ces éléments-là vont être très importants lorsqu'il va être un nouveau manager qui va prendre le collaborateur ou l'équipe dans les activités à venir, je me fais bien comprendre, dans l'organisation cible. Donc, de ce fait-là, vous allez pouvoir vous appuyer sur les compétences comportementales pour valoriser non pas seulement les compétences techniques, mais également les compétences des savoir-être. On a aussi intégré une solution qui permet d'évaluer la capacité d'un individu à mobiliser des compétences qu'il n'a jamais mobilisées. Je vais prendre un exemple. Un technicien, est-ce qu'il peut devenir manager de proximité? C'est pas parce que c'est un bon technicien, ce sera un bon manager de proximité. Est-ce qu'un technicien qui était sans relation avec le client, qui n'était pas en contact avec le client, est-ce qu'il va pouvoir mobiliser cette compétence qui est très spécifique, la relation client? Donc, on va pouvoir mobiliser aussi une solution dans le module, enfin un module spécifique d'analyse des compétences comportementales en mesure réelle et en projection pour pouvoir sécuriser et que les salariés leur donner confiance en eux-mêmes. Donc voilà ce qu'on va pouvoir mobiliser. On va voir tout à l'heure comment ça se traduit. Et donc au final, en termes de plan d'action opérationnel, au final, on se rappelle, on a toujours une organisation actuelle et on va aller vers une organisation cible. Et on va pouvoir justement identifier des compétences présentes dans l'organisation actuelle. On va pouvoir identifier dans l'organisation cible les compétences manquantes, les compétences obsolètes dans l'organisation actuelle et on va pouvoir y intégrer la gestion des âges. Et tout ça, ça va nous donner un plan d'action. Ça veut dire que c'est le différentiel entre les deux. Ce plan d'action, alors on est obligé d'en parler, mais
Ça peut être un décrutement, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même majoritairement, c'est d'amener les gens vers une compétence manquante, d'une compétence obsolète vers une compétence manquante. Et ça, je peux vous affirmer que dans la majorité des cas, si les choses sont anticipées, on sait faire ça. Voilà, on sait. Si les méthodologies sont les bonnes, si on sait écarter les moments de tension, si on sait s'appuyer sur les managers, et ils savent vous le dire, oui, on pourra faire évoluer les compétences des collaborateurs vers telle ou telle compétence manquante. Voilà. C'est soit un plan d'action, enfin souvent de formation, de tutorat, qui va être construit également avec les managers et éventuellement de recrutement externe s'il y a de l'augmentation d'activité. Alors, j'ai mis entre là, à ce stade, information des instances représentatives. Capital, très important évidemment, il faut les impliquer. Après, le moment où il faut les impliquer, c'est très lié au niveau de maturité de la relation sociale au sein de l'organisation. Faut les impliquer à un moment, ça c'est certain. Pas toujours au tout début, pas toujours au début pour tout le monde. Vous voyez, ça dépend de leur niveau le niveau de maturité de relation sociale dans l'organisation. Mais en tout cas, sachez que vous avez une belle opportunité. La GPEC est un élément demandé par les partenaires sociaux. Hein. Ils demandent. On sait que c'est un moment de tension, c'est un moment difficile à gérer, mais c'est une demande. Ils ne cessent de demander, on veut avoir de la projection, on veut pouvoir intégrer la gestion de carrière des collaborateurs. Les entretiens professionnels, ce que je disais tout à l'heure, tous les syndicats unanimement ont demandé la réalisation de ces entretiens professionnels parce que les collaborateurs le demandent. Reconnaissance de la compétence, historisation de ces compétences-là et gestion justement de carrière dans l'organisation. Vous avez de très belles opportunités de valorisation de votre travail et de construction commune avec les IRP, avec les managers, avec les collaborateurs sur ce sujet de la GPEC. Alors, est-ce qu'il y a des questions Alors, bonne question. Et si le manager s'exclut de lui-même parce qu'il pense que c'est l'affaire de la RH. C'est pas l'affaire de la RH. Les compétences des collaborateurs, s'il veut avoir des collaborateurs motivés, des collaborateurs, parce qu'il y a en GPEC, quand vous êtes entre deux organisations, il y a toujours une organisation actuelle à faire tourner. Hein. Si ça s'arrête de bosser, qu'est-ce qu'il fait votre manager? Il va dire c'est à cause de la RH? Non, 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 non. Le sujet de la pérennité de la compétence dans une organisation n'est pas un sujet RH, seulement RH. C'est un sujet RH, mais pas un RH tout seul. Oui, la question, vous l'aurez. Si vous déroulez de la GPEC dans une organisation, il y a des managers qui vont parce qu'ils sentent que c'est un peu chaud, hein, c'est un peu risqué. Non, 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 non. Il faut les ramener. La compétence technique d'un collaborateur sur ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il va faire demain, si le manager il vous répond ça, c'est pas un manager. Il fait pas son travail. Voilà. Il faut l'impliquer dedans. Il faut le rentrer dedans. Il faut lui dire non, non, regardez, ça va être très simple. On va parler de la compétence que font les gens aujourd'hui. Voilà. C'est s'il répond à côté, il n'est pas au niveau de son poste. Donc, en termes de process, je vais repasser la main à Jean-Philippe. On est tout à fait dans le sujet de la question là. Sur la mise en place, on va vous montrer après, ça va vous montrer après sur la plateforme concrètement comment ça fonctionne, comment ça tourne. Mais le process est relativement simple. Donc, on est parti sur le constat qu'il fallait donc dresser une cartographie, un état des lieux actuel de l'organisation. Donc, vous allez pouvoir définir et mettre en place comment l'entreprise tourne actuellement avec des extractions de paye, des extractions de différents logiciels qui vous permettent de créer des organigrammes cibles, intégrer vos référentiels métiers si vous en avez, intégrer les différents niveaux de compétences, là encore s'ils sont faits ou en tout cas en partie faits s'ils le sont. Et une fois que vous allez avoir défini ça, vous allez pouvoir justement intégrer et faire participer par un système de workflow tout le management de l'entreprise. Donc là, si vous communiquez à ce niveau-là, très rapidement, le manager va aussi se mettre à l'écart s'il ne veut pas, lui, prendre part et participer
non seulement à l'état des lieux, mais à la montée en compétence de ses collaborateurs, enfin des collaborateurs et des personnes qui sont dans son service ou dans son équipe. Donc rapidement, il va vite comprendre l'intérêt aussi et les problématiques qui vont lui arriver sur son manque de crédibilité, de considération et de management qui peuvent être amenés à naître pour la mise en place de cette organisation. Donc en général, très rapidement, ils comprennent et ils captent ce que c'est. Au début, ils pensent que la RH veut se décharger, donc il me fait bosser à sa place, mais non. On les fait vraiment travailler en gestion de projet ensemble. Il apporte les connaissances qu'il a. C'est un sachant métier sur certains points, sur certaines compétences, et c'est ce qu'on lui demande d'apporter dans cette GPEC. Ensuite, une fois qu'on a défini clairement l'entreprise comme elle était actuellement, vous allez définir l'entreprise cible. Donc, vers quoi on doit tendre, où on veut tendre, en fonction des différents contextes, en fonction des différentes situations qui peuvent se passer. Donc là, même chose, on va pouvoir aussi intégrer les managers, c'est un système de workflow, en sélectionnant bien sûr les différents niveaux de compétences et en mettant en avant, là encore, de quoi vous allez avoir besoin pour travailler demain. Tout comme on pourrait le faire sur une ouverture d'une nouvelle ligne de production, on leur dira quelle machine il vous faut. Bah là, ce sera quelles compétences vous allez avoir besoin. Si on vous apporte telle personne, comment il faut qu'elle soit, qu'est-ce qu'il faut faire monter en compétences, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier. Donc là encore, le manager a vite comprendre que c'est tout dans son intérêt de participer à ce travail-là de gestion de projet GPEC et de s'impliquer dedans. Et une fois qu'on a forcément ces deux cartographies, ces deux situations, on va pouvoir faire un différentiel de ces deux qui va nous mettre le plan d'action concrètement en place. Donc, on va pouvoir mettre en place définir quels sont les recrutements, les formations qu'on va avoir besoin, du tutorat, du décrutement éventuellement, de la mobilité interne. Tous ces changements-là vont pouvoir être mis en place concrètement, vont pouvoir être définis concrètement. Et après validation, si c'est validé, on va pouvoir le déployer très simplement et très rapidement dans l'entreprise en mettant justement là en place les postes à pourvoir qui vont être visibles. On va pouvoir mettre en place l'évolution des compétences en fonction des différents collaborateurs. Le plan de formation va pouvoir être généré très facilement sur les mois ou les années à venir. Tout va se mettre en place de manière assez simple et assez logique. Donc voilà dans le process comment ça se passe. Donc juste à savoir qu'on fonctionne sous une formule SaaS, c'est-à-dire qu'on a juste besoin d'une connexion Internet, ce n'est pas un logiciel où on n'a pas besoin de serveur interne à déployer pour pouvoir l'utiliser. Une connexion des différents acteurs qui peuvent se connecter sur une plateforme commune sur laquelle chacun va pouvoir apporter donc ses connaissances tout en restant dans un cadre que la RH va pouvoir définir et qu'elle va pouvoir piloter en permanence. Voilà ce qui est le plus intéressant au niveau technique, on va dire. Maintenant, Christophe va va vous montrer concrètement comment ça se passe lorsqu'on se connecte. Alors, concrètement, là, je vais vous alors, elle est peut-être, je la reconnecte. Voilà, elle était connectée. Concrètement, on vous fait voir une base de démonstration dans laquelle, effectivement, a été réalisé un référentiel métier qui permet effectivement de répondre à tout ce qu'on disait à l'instant. Alors, concrètement, comment ça se passe? Là, on va être sur une base de données, sur une application, pardon, dans laquelle, vous imaginez bien, on va charger des salariés. Hein. C'est très simple. On va rentrer un certain nombre de collaborateurs de l'organisation et ensuite, ces collaborateurs, on va pouvoir… Alors là, à ce stade-là, il n'y a que le pilote RH qui a accès à ça et qui va justement rentrer à la liste des collaborateurs. Et puis à un moment, il dit dans son groupe ses managers, il va simplement expliquer à ses managers qu'ils vont avoir accès, il y a un pilotage à faire évidemment avant, une explication de la façon dont ça fonctionne. On va simplement dire tel collaborateur, il est en train de se charger, voilà, on va dire que ce collaborateur, il va avoir des droits d'administration pour pouvoir accéder, pour pouvoir réaliser le référentiel métier dont on parle.
Là, par exemple, donc ça se fait très facilement. Là, je vais pouvoir mettre cette personne-là administrateur. Administrateur, ça veut dire quoi? Donc, vous pouvez le faire avec autant de managers que vous le souhaitez. Et cette personne-là, donc là, on est vraiment sur les managers qui sont en charge de la réalisation des référentiels métiers, cœur de métier. Hein. Ce n'est pas nécessairement tous les managers. On est en phase. Ce n'est pas pertinent d'aller faire, enfin, en tout cas, dans un premier temps, de faire les métiers de la comptabilité, par exemple. Ce qui va être pertinent, c'est les métiers stratégiques de votre organisation, ceux que vous facturez, ceux qui apportent la plus-value. Je n'ai rien contre les comptables, mais voilà. Donc là, à ce moment-là, ces personnes-là, ces managers, ils vont avoir accès à la solution en tant qu'administrateurs et ils vont pouvoir commencer à travailler sur les référentiels métiers. Là, j'ai voilà, administrateur et lorsqu'il est administrateur, cette personne-là, elle va pouvoir commencer à travailler sur les métiers de l'organisation, tout seul, comme un grand, sous votre pilotage évidemment, hein, parce que vous pilotez les choses. Il va pouvoir travailler sur les compétences. Il va rentrer une bibliothèque des compétences. Cette bibliothèque des compétences. Alors, certaines des compétences, ça peut être mis par la RH, les savoir-être en particulier. La ponctualité, la conduite sécuritaire, par exemple. Mais tout ce qui va concerner la compétence technique dans l'entreprise, un technicien de production, eh ben, il va mener, il va piloter telle machine, il va s'assurer de la maintenance de telle machine. Donc, les managers vont pouvoir constituer la bibliothèque de compétences de leur métier, pas toute l'organisation de leur métier. Et là, vous allez vous appuyer sur les managers qui sont managers des métiers stratégiques. Tous les niveaux des compétences nécessaires, ça c'est paramétrable. Enfin, il faut qu'il y ait il faut que ce soit harmonieux pour l'ensemble de l'organisation. Ça, c'est sous votre pilotage. Ça peut être 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Vous avez la main pour faire toutes ces modifications si vous le souhaitez. Ça, c'est votre pilotage. Par exemple, vous dites dans l'entreprise, il y a 3, 4, 5 niveaux. Mais c'est ensuite les managers qui vont rajouter une compétence, ils ont la main, là, il suffit de cliquer sur le bouton qui va bien, et ils vont rajouter la compétence qui va bien. Ensuite, ils vont rajouter des activités, ça, ils savent faire. Hein. Les personnes pilotent des machines, ils vendent des téléphones, ils font de la gestion de projet. Ils vont rajouter une bibliothèque d'activités. Et enfin, ils vont constituer leur métier, ça veut dire qu'ils se connectent toujours à la solution, et ils vont rajouter un métier. Par exemple, management administratif, on va prendre management technique plutôt. Alors, j'ai un exemple très concret pour une entreprise. Agent poteau nacelle, c'est quelqu'un qui met des poteaux qui pose des poteaux avec une nacelle. Et ce métier-là, voilà, il va construire lui-même le référentiel métier. Et donc, le manager va être impliqué parce que il va s'y retrouver. Le jour où vous déroulez ça dans une organisation, vous avez un manager qui porte parce que c'est lui, dès le début, qui y a participé. Voilà, ceci pour le référentiel métier de l'organisation actuelle, mais également, on va le voir tout à l'heure, sur une autre base de données avec des managers qui peuvent être spécifiques sur l'organisation cible. Vous voyez, donc là, vous demandez à vos managers de décrire les métiers de l'organisation actuelle et les compétences nécessaires. Vous leur dites aussi, alors ça dépend, ça peut être, vous leur demandez les niveaux de chaque compétence nécessaire. Et vous leur demandez également, ou c'est un travail qui se fait par la RH, ça dans un second temps, mais avec eux, on va aussi définir les métiers passerelles. Les métiers passerelles, ils sont importants, c'est ce qui va construire les filières de carrière. C'est ce qui va permettre aux salariés de visualiser son potentiel d'évolution dans l'organisation, sans qu'il y ait un poste vacant. On va pouvoir identifier des filières de carrière par la proximité des compétences. Ça vaut dans l'organisation actuelle et ça vaut également dans l'organisation cible, a fortiori dans l'organisation cible. D'accord? Métier passerelle. On va voir comment ça se représente. Là, vous êtes sur la base de travail. Hein. Il n'y a que vous et les managers concernés qui voient ça. Et là, vous allez donc rajouter, vous allez construire le référentiel métier de l'organisation. Et concrètement, ensuite, comment ça se présente? Je reviens sur, cette fois-ci, administrateur RH ou manager. On va retrouver nos salariés dont on a parlé tout à l'heure. Et les salariés, à un moment, on va pouvoir positionner, voilà, ça arrive,
on va pouvoir positionner les collaborateurs sur un métier donné. On a vu tout à l'heure qu'on a construit le métier de manager, enfin, je sais pas, un métier donné. On va pouvoir dire de ce collaborateur qu'il est sur ce métier-là. Attendez, excusez-moi, il n'aime pas du tout quand on est en visio, parce que ça prend beaucoup de... Voilà. Et ce collaborateur est très simple, c'est très simple à faire. On le positionne sur le métier de management technique. Voilà. Et ça va être son référentiel métier, son métier à lui. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les missions, les activités et toutes les compétences qui sont nécessaires dans l'entreprise. Là, à ce stade-là, vous avez votre référentiel métier pour l'ensemble des compétences actuelles. Vous avez également les métiers passerelles. Ça veut dire que vous dites aux collaborateurs, vous êtes sur tel métier, votre proximité de compétences, c'est sur tel autre métier, éventuellement dans l'organisation cible. Donc très rapidement, vous sécurisez vos collaborateurs sur la possibilité d'évolution. Vous savez, quand on travaille sur la GPEC, ça se sait, donc il y a des inquiétudes. Il faut très vite pouvoir communiquer et travailler dessus en visualisant. Et là, vos collaborateurs qui ont accès, quand vous l'avez déployé, évidemment, qui peuvent visualiser, ou ça peut se limiter aux managers, mais ils vont pouvoir visualiser les différentes filières de carrière. Là, c'est des exemples pour du management, mais quelqu'un qui est sur du management technique, il va pouvoir évoluer dans cette organisation, j'entends, vers le management financier, vers le management de filiale, vers le management hiérarchique ou qualité, sécurité, environnement. Vous donnez la possibilité aux collaborateurs de se projeter dans la durée. L'inquiétude de la perte de compétences, c'est dire je ne vais plus pouvoir travailler. Ma compétence, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, c'est perdu. Non, vous leur donnez à voir les évolutions potentielles. Et ce n'est pas suffisant. Vous avez aussi, vous, le plan d'action qui va vous permettre d'aller d'une compétence donnée à une autre. J'ai oublié de le préciser, pardon. Lorsque vous rentrez lorsque vous rentrez une compétence, vous avez la possibilité d'y associer une formation ou une action d'acquisition de compétences. Et c'est vos managers, ça, parce qu'ils le savent, vos managers, vous allez pouvoir leur dire, par exemple, sur la compétence, alors c'est un exemple plutôt d'encadrement, mais sur la compétence gestion financière, je vais pouvoir dire, pour aller de tel niveau à tel niveau ou aller d'une compétence à l'autre, j'ai besoin de faire telle formation. C'est vos managers qui le remplissent ça. Et le jour où il y a un manager qui dit que tel collaborateur, il est au niveau en acquisition et qu'il faut qu'il soit opérationnel, le système va pusher une formation. Et là, vous aurez votre plan de formation à la fois sur les compétences métiers, sur les compétences cibles, l'organisation cible. Voilà, donc vous pouvez vous intégrer donc, dans le process de l'entreprise l'analyse de la compétence. Et ça va le pérenniser, ça va le faire vivre. Parce qu'il y a aussi des managers qui vont bouger des choses, parce qu'il y a toujours des choses qui bougent. Donc ça, c'était pour la partie, vous l'aurez compris, référentiel métier pour l'organisation actuelle. J'ai oublié de préciser des choses. Dans l'organisation actuelle, on va aussi pouvoir engager des processus spécifiques. Toc. J'ai une bande passante qui est très lente du fait de la visio. Donc, vous allez pouvoir aussi réaliser également, on le disait tout à l'heure, la capacité à mieux gérer la gestion des âges, à mieux estimer les départs potentiels de l'organisation. Là, par exemple, on va proposer de rajouter dans les processus d'entretien des questions qui vont apparaître uniquement pour les gens d'un certain âge. On est en capacité de mettre des entretiens vraiment sur mesure. On ne va pas demander à quelqu'un de 25 ans à quel âge il part à la retraite. Donc, on va simplement mettre une question pour les gens qui ont plus de 50 ans ou 55 ans. À quel âge pensez-vous faire valoir vos droits à la retraite? Et ça va nous permettre aussi de connaître, de mieux estimer le risque de perte de compétences stratégiques et de mieux anticiper votre plan d'action. Est-ce que je commence à recruter tout de suite ou est-ce que j'attends un petit peu? Et donc, quand on est en bande passante, ça a du mal à afficher parce qu'on est en visio. Donc voilà ce qu'on va pouvoir dérouler également pour toujours mieux estimer
On va pouvoir également, si ça ne s'affiche pas, ça va être compliqué. Le moment où l'évolution du salarié va commencer à arriver, on va pouvoir travailler sur les compétences comportementales de manière plus précise. Et ça veut dire qu'on va pouvoir générer pour le collaborateur ce qu'on appelle les 180 dont je parlais tout à l'heure. Ça se fait très simplement, hein, ça peut être piloté uniquement par le RH manager, hein, là, parce qu'on rentre dans le comportemental. Et ça va permettre aux salariés de se valoriser, de valoriser sa candidature le jour où il y a les opportunités sortent. Non, alors il n'aime pas du tout quand on est en visio en parallèle. Ça prend trop de bandes passantes. Donc ça, c'était la partie... il ne veut pas afficher, non. Donc, voilà, sur l'aspect se développer, on va pouvoir... Pardon. Voilà, oui. Donc, par exemple, on va pouvoir générer un 360 qui est intégré dans le système et qui va permettre au collaborateur, justement, ça va lui permettre de mieux se mettre en avant le jour de l'entretien. Les gens qui n'ont pas beaucoup bougé dans leur carrière, qui sont dans les premiers niveaux de formation, on va pouvoir, par exemple, un 180, là, enfin c'est peut-être un 360, sur des questions très simples. Est-ce que la personne est fiable? Est-ce qu'elle est flexible? Est-ce qu'elle est positivement critique? Etc. Et là, le jour où il y a un entretien, c'est le collaborateur qui devient... Il va être beaucoup plus à l'aise pour vendre ses compétences, pour se présenter en entretien. Donc là, on va pouvoir mobiliser ça. Et vous aurez constaté que c'est rédigé pour valoriser, pour mettre en confiance. On parle de zone de talent, on parle de zone de réussite. Ça, c'est très important quand un salarié vous dit « Oh là, moi, je ne vais pas en entretien », c'est parce qu'il a peur. C'est parce que la fois où il a fait un entretien, c'était peut-être il y a 10 ou 20 ans, et qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Donc, ça va rassurer le collaborateur et ça va faciliter. Il ne faut pas que vous ayez un manager qui vous dise « Oui, on m'a imposé, machin, ça ne marche pas ». Il faut faire en sorte que la personne se mette en avant et soit en confiance pour le faire. Et on va pouvoir également mobiliser un outil qui est un peu différent, mais cette fois-ci, c'est un outil qui permet de faire un pronostic quand il y a vraiment des changements de compétences. Quand vous sollicitez, par exemple, des gens vous faites évoluer une personne sur un poste de technicien vers un poste où il y a de la relation client, il y en a qui vont être très très bons, il y en a d'autres qui vont être moins bons. Donc là, on va pouvoir positionner le profil du candidat, cette fois-ci, sur le profil idéal du métier. Sachez que dans nos bases de données, nous avons 300 000 collaborateurs pour lesquels ont été mesurés les liens entre performance et personnalité. Et de la même façon, on va pouvoir projeter le profil du candidat sur le profil du métier et lui dire « Ah, la relation client, vous êtes complètement en phase avec ça ». Ça peut être un technicien qui devient manager, ça peut être un technicien qui va évoluer vers des fonctions avec de la relation client, fonction commerciale. Voilà. Et lui dire, on va le rassurer, on vous dire, vous êtes parfaitement en phase avec ça, allez-y ou n'y allez pas, mais en fonction du critère. Et tout de suite, on va savoir s'il est en phase avec les besoins du métier. Et de la même façon, on va toujours valoriser la personne. On parle de talent, on parle de zone de confort, de frustration et contrainte également, mais c'est toujours en mettant en avant ces éléments forts. On va participer à lui donner confiance. Et alors, je vois que le temps tourne. Voilà, donc ça, toutes ces solutions sont intégrées. Hein. Alors, ce qu'on vient de voir à l'instant, les compétences comportementales, c'est plutôt quelque chose qui se fait en fin de processus. Hein. Vous faites d'abord un référentiel métier de l'organisation actuelle avec vos managers, vous déployez à ceux qui sont concernés, et ensuite, vous pouvez monter en puissance en l'intégrant dans les entretiens, par exemple. Et quand les postes sont définis en compétences techniques, vous travaillez sur les compétences comportementales avec les quelques collaborateurs qui vont être concernés. Une question. Est-ce que les entretiens pro peuvent se faire directement sur cette plateforme? Oui, je vous confirme, ça c'est très important. L'entretien pro, on va pouvoir, c'est très simple, hein, on va pouvoir effectivement dérouler des campagnes d'entretien pour tous les collaborateurs
ou éventuellement des entretiens individuels. Enfin, on peut intégrer, vous savez, on a des besoins de campagne d'entretien, entretien pro, entretien d'évaluation, et on peut aussi mettre en place des contrats spécifiques, les retours de congé parental, par exemple, les fins de contrat, les fins de période d'essai. Donc, effectivement, on peut mobiliser ça. Et quand je disais tout à l'heure que nos systèmes vont rentrer dans le processus de l'entreprise, c'est qu'on intègre les analyses de compétences qu'on a vues tout à l'heure dans un processus d'entretien annuel si c'est pertinent, ou entretien bisannuel pour les compétences si ça ne bouge pas tellement. C'est ça qui va rentrer dans le processus de l'entreprise continuellement, et donc c'est ça qui fait la pérennité. Vous aurez compris ensuite que, dernière chose, on va pouvoir travailler sur l'organisation cible de la même façon. Alors souvent, on va constituer une seconde base, parce que ce n'est pas toujours les mêmes managers, même si on pourrait le faire avec l'autre, mais pour des soucis de simplification, on fait une plateforme avec vos managers actuels sur l'organisation actuelle, et en général, on ouvre une seconde base de données, où là, cette fois-ci, on l'ouvre toujours à des managers de la nouvelle organisation. Et de la même façon, les collaborateurs, les managers vont pouvoir définir des compétences sur des postes cibles, techniciens cibles, et ils vont commencer à travailler sur il manque cette compétence-là, je ne sais pas où la trouver, et on va pouvoir rattacher aux compétences obsolètes de l'organisation qu'on a vue tout à l'heure, l'organisation actuelle, des actions. Un tutorat, je ne sais pas, un tutorat pour aller de telle compétence à telle autre compétence. D'accord. On va pouvoir faire le différentiel entre les deux plateformes, c'est-à-dire la plateforme actuelle, organisation actuelle, par rapport à l'organisation cible. Et là, par exemple, telle personne, cette personne-là va avoir besoin d'une formation de niveau 2 en bureautique Excel. Telle autre va avoir besoin de quelque chose en maintenance. Et dans le système, le moment venu, on a les formations, éventuellement, on a tout leur chiffrage et leur durée. Ça veut dire qu'en ayant fait ça, évidemment, vous rassurez l'ensemble de l'organisation, mais vous êtes aussi en capacité de dire à votre patron, parce que c'est quand même la grosse question pour lui, je parle des patrons, des directeurs opérationnels des entreprises, combien de temps, est-ce que c'est possible? Combien de temps et combien ça va coûter, hein? Et au final, c'est bien ça, hein? Donc, vous avez quelque chose qui vous permet d'impliquer vos managers, de porter auprès des collaborateurs, le moment venu aussi de dérouler dans le processus d'entreprise et également d'avoir des réponses très, très, opérationnelles. Quelle durée et quel coût pour passer de telle organisation à telle autre, de tel marché, nouveau marché, nouvelle acquisition, fusion-acquisition, par exemple. Donc, voilà ce que... question aussi. Alors, est-ce que les entretiens posent... Alors, attendez. Étant donné que c'est le manager qui informe la plateforme, oui, quelle est la contribution des salariés sur leur métier actuel et futur? Alors, c'est une bonne question. Souvent, c'est les managers eux-mêmes qui vous le disent, et on est d'accord avec ça, on le préconise. Les managers, ils vont venir avec un sachant métier. Souvent. C'est même le conseil qu'il faut leur donner. Il ne faut pas qu'ils fassent non plus les managers tout seuls. C'est très dépendant de la connaissance du métier par le manager. Si vous avez un jeune manager qui vient arriver, il faut absolument qu'il s'appuie sur des sachants métiers. Parce que dans les équipes, ces gens-là, ils vont parler de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est important. Ils vont le porter également. Donc là, vous avez raison, la question est très pertinente. Il faut trouver un leader d'opinion dans l'équipe. Enfin, ils savent, hein. Voilà, c'est le sachant métier qui va faire. On a parlé tout à l'heure de compétences, de reconnaissance des compétences. Vous voyez ce référentiel métier qui est un exemple, hein. Chaque entreprise peut avoir un référentiel différent, avec des niveaux différents, des mots différents. C'est à la main des managers. Mais quand vous déroulez ce document qui devient un questionnaire d'évaluation des compétences dans l'organisation, vous identifiez aussi les gens qui sont dans l'excellence. C'est les experts de l'entreprise. Ceux-là, ils ont aussi beaucoup de valeur pour vous, hein.
Parce que souvent, ça peut être une valorisation des niveaux d'expertise pour être des tuteurs d'entreprise, pour être des... Et vous prenez la main, parce que souvent, c'est des choses qui restent chez les équipes opérationnelles. Donc là, vous identifiez, quand vous avez fait ce travail d'analyse des compétences, on a compris comment ça fonctionne. Hein. C'est très simple. Voilà, j'ai un collaborateur ici, il a fait, je vous la même chose, il a un process d'entretien. Si pour votre organisation, vous voulez faire un process d'analyse des compétences spécifiques, vous engagez toute une campagne ou quelque chose de ciblé et le collaborateur, enfin, ou son manager, on va lui demander à quel niveau est le salarié par rapport à l'attendu. Vous voyez, et c'est ça qui va vous pousser votre formation. Mais ça, c'est stratégique aussi parce que c'est ce qui va vous donner les gens dans l'excellence. Ça peut être l'opportunité de filière d'expertise. On l'a dit tout à l'heure, hein, souvent dans les organisations, vous avez une perte d'énergie parce que beaucoup de gens se disent la seule évolution, c'est manager et moi, je ne le saurai jamais. Ça peut être l'opportunité de valoriser des gens qui sont dans l'expertise et qui se disent je ne serai jamais manager parce que c'est eux qui sont le plus haut, qui sont dans l'excellence. Donc, c'est une forme de valorisation. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que c'est le manager qui informe la plateforme quelle est la contribution des salariés? La plupart des cas, c'est le manager qui vient avec des collaborateurs. Il s'appuie sur ses collaborateurs et c'est ce qu'il faut leur dire. C'est ce qu'il faut leur dire. Et enfin, deuxième question, je t'ai répondu. Les entretiens pro peuvent se faire directement sur cette plateforme, oui. Et on fait effectivement le bilan, on sort le bilan au bout de 6 ans. La plateforme elle va vous permettre également de pouvoir générer tous les tableaux de bord. Est-ce qu'ils sont là? Oui. On va pouvoir générer tous les tableaux de bord en fonction évidemment des informations que vous avez demandées. Hein, mais vous allez pouvoir générer vos tableaux de bord. Ce que je me fais bien comprendre, vous déroulez dans l'organisation des processus d'analyse des compétences, de référentiel métier. On le disait tout à l'heure, la gestion des âges, par exemple, elle est stratégique quand vous savez ce que font les gens. L'âge moyen d'une organisation n'a pas tellement de sens en soi. C'est des choses, mais ce n'est pas ça qui est stratégique. Le stratégique, c'est les gens qui font tourner l'usine, qui sont aux machines, c'est eux qui, s'ils s'en vont tous, la machine s'arrête. Là, vous allez dire, j'ai une courbe, voilà, j'ai un âge moyen par métier. C'est ça le risque. Hein. Soyons clairs, il y a des fonctions qui sont, s'il faut les remplacer, un comptable, on sait remplacer un comptable, c'est des méthodologies qui sont présentes dans toutes les entreprises. En revanche, celui qui tient la machine, il faut vraiment que vous contrôliez ça, parce que c'est ça vous allez pouvoir dire à votre patron, c'est sous contrôle, ou ça ne l'est pas. S'il y a un risque, je fais quelque chose. Je retrouve les compétences dans l'entreprise. Vous voyez, j'historise les compétences. On l'a vu tout à l'heure, quand vous avez un référentiel métier, vous pouvez l'intégrer dans votre entretien professionnel et vous demandez aux salariés, seulement sur certains métiers si vous voulez, est-ce qu'à telle date vous avez été sur ce poste? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait dans l'entreprise? Et là, il a une liste déroulante. Oui, j'ai été technicien de production sur la machine, je ne sais pas quoi, de telle date à telle date. Vous, ça vous intéresse. Parce que si votre patron, il vous dit, j'ai des gens qui sont en incapacité d'un seul coup, vous pouvez y pallier. Vous avez une réponse. Le temps de recruter peut-être. Voilà. Donc, vous avez ensuite tous les tableaux de bord qui vont pouvoir être mis en place pour pouvoir gérer votre tableau de bord en fait sur mesure en fonction des informations que vous avez récupérées dans les process normaux de l'entreprise, entretien d'évaluation, analyse des compétences, etc. Entretien pro. Voilà, on a même dans certains cas, on met, alors c'est pas la première année, mais des taux de turnover par affectation, parce que ça va vous aider à faire vos pronostics. Si vous avez des fonctions commerciales qui sont en gros turnover, attention, vous êtes obligé d'avoir un renouvellement plus important en termes de recrutement. Voilà, j'ai dépassé un petit peu, je m'en excuse. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Hein.
Je ne peux pas vous mettre les micros parce que ça fait des effets d'écho. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. On y répond. Pas de questions. Tout a été clair. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, voilà, juste vraiment en synthétisant, travailler sur les compétences, c'est quelque chose de sensible, de difficile, mais si c'est quelque chose que vous faites outillé, ça va être beaucoup plus facile. En partage et en appui avec vos managers, ce sera beaucoup plus facile et vous avez aussi une très belle opportunité de valorisation dans l'organisation, de monter en ce qu'on appelle en maturité RH. Maturité RH, ce n'est pas seulement le RH, hein, c'est aussi vos managers. Votre question tout à l'heure est pertinente. Les managers, certains vont vous dire on ne prend pas, et ben si, c'est le rôle des managers. Et donc vous avez une très belle opportunité de piloter ça pour faire réussir une organisation, la rendant plus agile et plus apprenante. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Merci à tous. Merci et prenez pas trop chaud, buvez beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci.